Bonjour Arnaud Rivière. Bonjour Jean-Philippe Denis. Arnaud Rivière, vous êtes directeur de l'Institut d'administration des entreprises IAE, Tours Val-de-Loire, et vous êtes vice-président communication et valorisation du réseau IAE France, donc qui regroupe l'ensemble des IAE sur le territoire national. Article dans la revue Décision et Marketing, proposition d'une approche élargie et agrégée des sources de valeur des comportements post-usage, le cas de la revente du don et de vêtements, avec Camille Lebosset et Laurent Maubisson, tous les trois co-auteurs. Alors évidemment, on va transformer le titre de cet article, qui est pour une revue académique, pour essayer d'aller droit au but, droit clairement. Ce qui vous intéresse, c'est la seconde main. Ce qui vous intéresse, c'est les concepts de valeur d'usage, et ça, c'est extrêmement intéressant. Et vous nous dites, il y a un enjeu majeur, notamment dans l'industrie textile. Oui, il y a vraiment, et c'est vraiment l'essence même et la justification même de cet article. Il y a deux raisons vraiment qui nous ont amenés à nous intéresser précisément à ce sujet-là. Tout d'abord, l'importance, la nécessité de soutenir l'économie circulaire, notamment dans le domaine textile, puisque quand on prend les derniers chiffres, notamment du ministère de l'écologie, il y a seulement un tiers des textiles usagés qui sont collectés auprès des particuliers pour être revalorisés. Donc on voit qu'il y a une marge de manœuvre extrêmement importante. Le secteur textile est un des plus polluants, puisque c'est un des secteurs qui génère le plus de gaz à effet de serre. Donc il y a vraiment un enjeu ici pour soutenir le développement de l'économie circulaire, en particulier dans le domaine du textile. Et puis de manière plus générale, pour le textile, mais ça vaut également pour d'autres secteurs d'activité, il y a un secteur concurrentiel qui s'est fortement renforcé sur le secteur de la seconde main, puisqu'on voit bien évidemment le développement ces dernières années des plateformes de revente type Le Bon Coin, type Vinted, le développement d'alternatives de distribution, les brocantes, les friperies par exemple, et puis la multiplication également des initiatives, des marques et des enseignes qui se sont mises à développer fortement, à commercialiser des offres de seconde main. Et donc, on a vraiment, dans le domaine de l'économie circulaire, un contexte concurrentiel qui s'est fortement renforcé et qui amène donc la problématique pour ces acteurs, ou une forte préoccupation pour ces acteurs, sur l'approvisionnement, puisque, bien évidemment, ces associations ou ces plateformes de revente doivent bien évidemment écouler leur stock, mais elles doivent aussi, en amont, bien évidemment, se procurer, attirer. Et donc là, c'est tout l'enjeu, puisqu'en fait, les revendeurs, une fois qu'en tant que consommateur, je n'ai plus l'usage d'un produit, eh bien, j'ai pléthore de solutions pour me débarrasser de mon produit. Et donc, les acteurs de la seconde main doivent chercher à rendre attractive leur offre pour justement attirer les consommateurs et notamment séduire les revendeurs et les cédants. Bien sûr. Alors là, il y a un concept que vous mobilisez qui est très intéressant, c'est celui de valeur résiduelle perçue, en disant ça c'est le concept habituel, par la manière dont on le pense, vous proposez de le compléter. Et ça vous amène à identifier des sources différentes de valeurs selon qu'on pense don ou qu'on pense revente. Oui. Alors effectivement, dans la littérature marketing, il y a eu assez peu de travaux comparativement aux recherches qui se sont intéressées classiquement aux phases d'achat, aux phases de consommation. Mais finalement, quand on regarde les recherches en matière post-usage, après la consommation, une fois que le consommateur n'a plus l'usage d'un produit et qu'il souhaite s'en séparer, finalement, il y a eu assez peu de recherches. Alors récemment, il y a eu quand même des recherches approfondies sur la notion de valeur résiduelle perçue, qui consiste à s'intéresser en fait à la valeur perçue par un consommateur vis-à-vis d'un produit dont il souhaite se séparer. Et en fait, ce cas d'analyse dit qu'en gros, en fait, cette valeur résiduelle perçue peut être soit utilitaire, donc j'ai l'impression que mon produit peut encore servir, il peut avoir une valeur financière, je peux me faire un petit bénéfice en revendant ce produit, ou une valeur hédonique, je suis ou pas encore attaché à ce produit. Et en fait, les travaux notamment de Dominique Créziac à l'Université de Savoie ont montré notamment que ce cadre d'analyse de la valeur résiduelle perçue, donc ces sources de valeur liées au produit avec lequel on souhaite se séparer, eh bien finalement pouvaient expliquer l'arbitrage entre les comportements post-usage. Et donc l'originalité de cette recherche, c'est de dire que finalement ce cadre d'analyse est particulièrement intéressant, mais peut-être n'offre qu'une vision partielle des sources de valeur qui vont rentrer en ligne de compte dans la décision et le comportement du consommateur. Et donc on a ajouté à ce cadre d'analyse de la valeur résiduelle perçue la notion de valeur perçue de la pratique. Donc de la pratique, dans le cas de l'article, de don ou de revente, donc de la pratique post-usage. Et donc on s'est appuyé notamment sur des travaux de Morgane Innocent, donc de l'université de Brest, qui a beaucoup travaillé sur les pratiques, sur la valeur perçue de la pratique, mais dans le domaine de la maîtrise des économies d'énergie, d'électricité. Et donc on a transposé ce cadre d'analyse aux pratiques post-usage. Et donc on a donc associé ces deux cadres d'analyse pour avoir une vision un peu plus fournie, un peu plus complète des sources de valeur qui rentrent en ligne de compte dans l'explication des comportements post-usage. Alors c'est là qu'on en arrive au don et à la revente. Tout à fait. Donc comment vous nous clarifiez tout ça là?
l'esprit. En fait, ce qu'on a pu constater au travers de 25 entretiens auprès de consommateurs, c'est qu'il y a à la fois des sources de valeur qui vont être communes aux pratiques de dons et de revente. Donc, par exemple, dès lors que j'ai l'impression que mon produit peut encore servir, je vais être autant attiré par le don que par la revente. Il y a aussi, donc ça c'est au niveau du produit, mais il y a aussi des sources de valeur au niveau de la pratique qui vont rentrer en ligne de compte. Par exemple, la satisfaction personnelle, en fait. Une sorte d'accomplissement. Je vais avoir l'impression, en tant que consommateur, de procéder, d'effectuer un acte jugé utile, voilà, pour les autres. Donc je vais pouvoir en retirer une certaine satisfaction. À l'inverse, il y a parfois des sources de valeur qui peuvent freiner ces comportements de séparation, que ce soit pour le don ou pour la revente. Par exemple, la valeur hédonique. Dès lors que la valeur hédonique, l'attachement au produit est trop important, du coup, je vais plutôt le garder, le stocker, même s'il ne me sert plus, plutôt que m'en séparer. Et puis après, dans cette étude qu'on a pu mener, il y a vraiment des sources de valeur qui sont spécifiques au don et des sources de valeur qui sont spécifiques à la revente. Et il y a parfois aussi des éléments qui peuvent freiner et le don et la revente. Par exemple, un certain nombre de consommateurs dans l'étude ont montré qu'il y avait une sorte de méfiance, de défiance vis-à-vis du don, parce qu'il y avait un risque perçu. De gaspillage par les associations. Voilà, en fait, ou du moins une inconnue sur le devenir des produits que je vais donner aux associations. Donc là, il y a un véritable enjeu ici, donc ce qui pouvait parfois limiter les consommateurs à donner, en raison de cette méfiance. Pas savoir ce qui allait se passer. Exactement. Et dans le domaine de la revente, on a aussi un autre phénomène de dévalorisation expérientielle, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de consommateurs qui estiment que le fait de revendre nécessite trop d'efforts. Trop d'efforts, par exemple, pour mettre en ligne les photos des produits, être en interaction avec des acheteurs potentiels, acheminer le produit jusqu'au destinataire final. Donc tout ça pouvait aussi réduire ou décourager certains consommateurs à opter pour ces pratiques de recirculation liées, et là on le voit bien, notamment à la valorisation et là, donc à la dévalorisation de la pratique. En fait. Alors comme l'enjeu c'est de stimuler quand même, de remettre tout ça dans l'économie circulaire, quels apports de votre travail pour aider les entreprises à stimuler? Alors il y a à la fois bien évidemment des apports pour les pouvoirs publics, puisque l'idée c'était aussi de pouvoir leur donner quelques éléments, notamment au travers d'actions de communication, en s'appuyant sur les résultats de cette recherche, pour vraiment les aider à valoriser de manière générale les pratiques de seconde main, puisque voilà, on considère bien évidemment que le fait d'opter pour des pratiques de recirculation est plus éco-responsable que le fait de jeter, par exemple, des textiles usagés. Donc l'idée c'était de pouvoir fournir aux pouvoirs publics, aux autorités publiques, un certain nombre de leviers d'action pour pouvoir permettre de favoriser, de promouvoir les pratiques de recirculation. Donc là, l'idée, c'était par exemple de pouvoir mettre en avant pour les autorités publiques la satisfaction personnelle que les consommateurs peuvent avoir lorsqu'ils vont opter pour une pratique de don ou de revente, par exemple, donc de valoriser finalement cette pratique-là. Et puis, par exemple, pour les associations, c'était vraiment de mettre le focus sur justement ce qu'on disait tout à l'heure, sur la méfiance que pouvaient avoir des consommateurs sur le devenir des dons. Une traçabilité. Une traçabilité, expliciter le devenir des dons, être vraiment dans limite une approche pédagogique pour expliquer en fait ce qu'il en était après le dépôt de l'objet par le consommateur. Et puis pour les plateformes de revente et pour les acteurs du marché d'occasion de manière plus générale, c'était vraiment d'accompagner et de se soucier, de se préoccuper de l'expérience, non pas acheteur, mais l'expérience du revendeur, parce que ça pouvait être un élément, si cette expérience était perçue négativement, pouvait être un frein pour un certain nombre de consommateurs pour opter pour la revente. Bon, conjuguer rentabilité et durabilité, c'est pas forcément totalement antinomique. C'est possible si on pense valeur post-usage. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, valeur post-usage. Et c'était tout l'enjeu en fait de cette recherche. C'est-à-dire que d'un point de vue théorique, c'était vraiment de pouvoir enrichir cette notion de valeur post-usage qui avait été assez peu explorée et jusqu'à présent principalement explorée par cette valeur résiduelle perçue qui est vraiment liée au produit. Mais l'idée, c'était vraiment d'enrichir cette conceptualisation de la valeur post-usage en enrichissant ce cadre d'analyse par la valeur perçue de la pratique et en montrant la complémentarité de ces deux cadres d'analyse, notamment lors du processus de formation de la valeur tout au long de la prise de décision des consommateurs. Extrêmement intéressant à retrouver dans la revue Décision Marketing, et je ne l'ai pas cité, mais on va le citer, ça s'intègre aussi dans le cadre d'une chaire de l'IAE Tour Val-de-Loire, qui est consacrée précisément à ces questions, avec un programme de l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, qui soutient tout ça. Tout à fait, c'est les prolongements de cette recherche avec, dans le cadre de cette chaire universitaire Valeurs et consommation durable, et dans le cadre d'un projet ANR qui a été remporté récemment par le laboratoire Valorem. Donc, voilà.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.